Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir débuter très, très tranquillement. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du mercredi 27 novembre 2024. Mon nom est Marc-André Mercadot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné ce midi de Mme Céline Gélina, qui est directrice scientifique pour le RISIC. Je vais vous présenter notre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction QR, Q&A ou questions-réponses tout au long du webinaire afin de poser vos questions à notre conférencière. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, le webinaire de ce midi est intitulé Intégration d'une théorie à une étude à méthode mixte, de la conceptualisation à l'interprétation des résultats, comment s'y prendre? Et ce webinaire nous est présenté par Mme Gabriela Peguero-Rodriguez. Donc, Mme Peguero-Rodriguez est infirmière et professeure adjointe au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Elle possède une expertise clinique dans le domaine des soins critiques, plus précisément dans les soins d'urgence. Le 2 octobre 2024, elle a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. Félicitations. Sa thèse doctorale portait sur la transition des aînés et de leurs personnes proches aidantes des établissements de soins de longue durée vers l'urgence. Sa thèse a d'ailleurs été recommandée pour un prix par son comité de jury. Ses intérêts de recherche s'articulent autour de la proche aidance, du vieillissement, des soins à la personne âgée, au concept de transition et aux soins critiques. Donc, merci beaucoup, Mme Peguero-Rodriguez, d'être avec nous ce midi. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Bien, merci beaucoup, Marc-André, pour cette belle présentation. Donc, bien, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce midi pour venir vous parler de l'intégration d'une théorie dans une étude à méthode mixte, donc de la conceptualisation à l'interprétation des résultats. Donc, alors bon, bien sûr, je ne me prétends pas experte en la matière dans tout ce qui est question d'intégration de théorie dans une étude à méthode mixte. Toutefois, aujourd'hui, je viens vous parler en fait de mon expérience par rapport à ça. Donc, mise en contexte, en fait, au niveau de la présentation. Donc, comme mentionné, je viens de terminer mes études doctorales en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. Et dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressée donc à la transition des aînés et de leurs personnes proches aidantes des établissements de soins de longue durée vers l'urgence. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai notamment utilisé des méthodes mixtes de recherche comme méthodologie de recherche. Rapidement, dans mon parcours doctoral, on a mis beaucoup d'accent sur l'importance, bien sûr, avec raison, d'utiliser un cadre théorique et qui allait nous accompagner finalement dans toutes les différentes étapes du processus de recherche, justement de la conceptualisation à l'interprétation des résultats. Toutefois, lorsque j'étais moi-même à la phase de conceptualisation de mon étude doctorale, je trouvais qu'il y avait peu de littérature qui explicitait réellement le processus d'intégration d'un cadre théorique à une étude et encore moins dans le contexte d'un devis mixte. Faut se rappeler, ou du moins, faut comprendre que les méthodes mixtes de recherche, bon, sont une méthodologie qui est de plus en plus employée dans le domaine des sciences de la santé, notamment en sciences infirmières. Et les méthodes mixtes de recherche combinent dans une même étude des composantes qualitatives et quantitatives, donc tant dans son approche, son langage et son analyse. Malgré leur pertinence et leur utilisation de plus en plus fréquente, il en demeure pas moins qu'il y a plusieurs défis qui attendent les chercheurs qui veulent utiliser les méthodes mixtes de recherche. Donc, c'est sûr qu'entreprendre une étude à devis mixte demande un processus réflectif qui est continu afin d'assurer la congruence de l'étude. Et un de ces enjeux-là, finalement, c'est aussi particulièrement l'intégration d'un cadre théorique à une étude à méthode mixte. Donc, alors, une de mes directrices, en fait, de recherche et moi avons décidé de rédiger un article afin de tenter d'expliciter ce processus d'intégration-là d'un cadre théorique à une étude à devis mixte. Donc, je vous présente bien humblement cet article qui a été publié dans la revue francophone internationale de recherche infirmière. Et cet article avait notamment pour objectif d'offrir, en fait, des pistes de recommandations sur la façon de choisir, de sélectionner une théorie, mais aussi comment l'intégrer au processus de recherche en général. Donc, le webinaire de ce midi présentera dans les grandes lignes cet article, encore une fois, qui est basé finalement sur mon expérience dans le cadre de mon doctorat. Alors, les objectifs plus spécifiques pour le webinaire en question, bien, c'est sûr qu'on va parler un petit peu des enjeux relatifs à l'intégration d'une théorie ou méthode mixte de recherche,
illustrer le processus d'intégration d'une théorie à travers les différentes phases de recherche. Et finalement, donc, je vais vous partager un exemple concret qui provient de l'étude doctorale que j'ai menée. Alors, avant de se lancer un peu plus précisément, alors je tenais à faire un rappel finalement de c'est quoi les méthodes mixtes de recherche. Alors, on parle que dans un devis mixte, le chercheur doit, bon, bien sûr, collecter à la fois des données quantitatives et qualitatives de façon rigoureuse pour répondre aux questions de recherche ou aux hypothèses de recherche. Doit intégrer, donc on parle de mixer, combiner les données quanti et quali dans les résultats. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique spécifique des méthodes mixtes de recherche. Donc il ne suffit pas seulement de collecter des données quali et quanti de chacun de leur côté, mais au-delà de ça, il doit y avoir un point d'intégration, donc un moment où ces deux types de résultats ou de données sont mis ensemble, ce qui va nous amener finalement une interprétation ou une explication qui va être différente finalement. On parle que dans un devis mixte, le chercheur doit déterminer un plan de recherche spécifique qui fournit la logique et les procédures pour mener l'étude mixte et encadrer ces procédures dans la théorie et la philosophie. Donc, les méthodes mixtes n'en font pas exemption. La théorie est une partie intégrante pour pouvoir mener une étude à méthode mixte. On parle qu'en général, les méthodes mixtes de recherche, ça nous permet d'aborder la richesse d'un phénomène en intégrant plusieurs perspectives, donc quanti-quali, ce qui pourrait nous offrir une étendue, une profondeur dans la compréhension et la corroboration des données. Donc, cette méthode méthodologique-là permet d'offrir des perspectives qui vont finalement au-delà des résultats quanti ou quali qui seraient donc séparés. Donc, ça nous donne en quelque sorte un effet synergique. Donc, les méthodes mixtes ouvrent une voie à différents devis de recherche qui permettent aussi une variété de combinaisons, tant sur la séquence de collecte de données que sur la façon de les analyser. Donc, il existe plusieurs devis mixtes, bien sûr. Donc, certains devis impliquent la collecte de données quanti, ensuite quali, ou l'inverse, ou encore, on peut collecter les données quanti quali au même moment. Alors, voilà, donc déjà dans cette définition-là, on met de l'avant l'idée qu'une étude à méthode mixte doit être encadrée par la théorie. Mais bon, donc c'est bien, doit être encadrée par la théorie. Mais qu'est-ce qu'une théorie maintenant? Donc, la théorie est certainement l'une des composantes, en fait, les plus importantes du processus de recherche. La théorie, bon, c'est une explication abstraite des relations qui unissent des faits, des concepts et des propositions. Et bien que les théories sont généralement abstraites, elles sont en fait un outil indispensable pour nous aider à interpréter et à expliquer un phénomène et les relations qui le composent. C'est donc par le biais de la théorie que sera déterminé, par exemple, ce qui sera exploré, ce qui sera observé, examiné, voire mesuré. Donc, il faut voir vraiment les théories comme étant la lunette, finalement, à travers laquelle il va nous être possible d'interpréter les données empiriques que nous allons collecter. Donc, même si, et on parle aussi que la théorie et la recherche sont indissociables l'une de l'autre finalement. Facette, une auteure, a même comparé donc la théorie et la recherche comme les hélices la double hélice de l'ADN, donc tels les deux brins. Recherche et théorie sont reliés et ne peuvent pas exister indépendamment de l'autre. En fait, l'élaboration d'une théorie est basée sur la recherche et réciproquement. Donc, la théorie, ça constitue vraiment le ciment qui unit toutes les étapes du processus de recherche, qui généralement se divise en 5 phases. Donc, on parle de la phase conceptuelle, méthodologique, empirique, analytique et de diffusion. Donc, la phase conceptuelle, ça consiste à formulation du problème de recherche, organisation de la recension des écrits, le but et les questions de recherche. La phase méthodologique maintenant repose sur, bien sûr, le choix, le type de recherche, le devis de recherche, ainsi que toutes les décisions qui en découlent, donc stratégie d'échantillonnage, méthode de collecte de données, enjeux éthiques. La phase empirique, donc, elle est axée sur la collecte et l'organisation des données. La phase analytique, elle, maintenant, se concentre bien sûr sur l'analyse des données, mais aussi l'interprétation et la discussion des résultats. Et finalement, la phase de diffusion, ben, c'est vraiment la communication des résultats. Donc, chacune de ces phases-là, en fait, sont essentielles, bien sûr, au processus de recherche, et en fait, leur structure de chacune de ces phases-là est redevable à la théorie. En effet, la théorie devrait influencer la façon dont on va conceptualiser le problème de recherche, le but, les questions, la méthodologie, et sert de base, finalement, à tout ce qui va être à l'analyse et l'interprétation des résultats.
Donc, un travail de qualité, désolé, devrait démontrer finalement cette congruence-là qui existe entre la question de recherche, la méthodologie et la théorie, ce qui nous permettra ultimement de pouvoir mieux expliquer aussi les résultats. Toutefois, peu de chercheurs, pour des raisons, pour de multiples raisons, expliquent, désolé, ouvertement la démarche d'intégration de la théorie aux phases de la recherche, ce qui peut nuire en quelque sorte à la communauté scientifique ou du moins aux étudiants qui tentent désespérément de comprendre comment intégrer une théorie à leur étude. Bref, donc la théorie revêt une importance, un rôle important et aussi quand on utilise des méthodes mixtes de recherche. Creswell et Plano-Clark sont des auteurs connus dans le monde des méthodes mixtes de recherche. Indiquent que la théorie doit être utilisée comme un cadre général pour guider les chercheurs à travers les méthodes mixtes de recherche. Donc, comme pour tous les autres devis de recherche, la théorie sert alors utile à formuler des questions, nos hypothèses, à recenser la littérature, à identifier les variables, ainsi qu'orienter tout ce qui est la collecte et l'analyse des données, et ce, tant pour les composantes qualitatives que quantitatives d'une étude à devis mixte. Donc, bon, on sait maintenant c'est quoi une théorie. Maintenant, comment on la choisit? Donc, c'est sûr que dès le début d'un processus de recherche, la sélection d'une théorie est nécessaire pour pouvoir structurer les étapes à venir. Toutefois, malheureusement, il n'existe pas vraiment de règles précises qui peuvent guider notre décision. En fait, face à un problème de recherche, il peut y avoir plusieurs possibilités ou plusieurs théories qui pourraient être appropriées pour bien comprendre le phénomène à l'étude. Donc, c'est vraiment au chercheur finalement de décider de l'angle par lequel il désire traiter la problématique. Et ultimement, ce choix-là ne se fait pas non plus de façon arbitraire. Donc, c'est pas un tirage au sort non plus. En fait, le choix de la théorie doit aussi refléter les croyances ontologiques et épistémiques du chercheur. Donc, la sélection du type de théorie va différer aussi selon le but et les objectifs de la recherche, donc que ce soit d'explorer, de décrire, d'expliquer, de prédire ou voire de contrôler le phénomène à l'étude. Alors, sur la diapositive en question, donc je vous présente quelques petites questions qui proviennent de l'article de Lynch et Hall. Donc, c'est des questions qui sont proposées pour nous aider un peu à y voir plus clair dans ce processus de sélection-là. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adresse la théorie? Donc, au préalable, il est important de bien cibler la population à laquelle la théorie fait référence ou devra s'appliquer. Donc, est-ce qu'on est avec des individus d'un groupe en particulier, une famille, etc. Donc, chaque théorie, généralement, en principe, donc, s'adresse à une population en particulier ou à un contexte en particulier. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Par la suite, on se dit pourquoi la théorie est-elle utilisée dans ce contexte-ci? Donc, c'est sûr que ça peut sembler une question un peu évidente, mais ça réfère à l'idée que la théorie doit correspondre et doit être en cohérence avec les buts, avec les objectifs, avec ultimement les questions de recherche aussi qu'on veut aller chercher. Par la suite, donc, comment la théorie sera-t-elle utilisée? Donc, c'est sûr que la théorie permet de guider et de structurer la collecte de données. Donc, elle influence le chercheur sur les données qui sont nécessaires à recueillir à des fins d'analyse. Et finalement, quelle est l'expérience du chercheur? Donc, tout dépendamment de l'expérience du chercheur ou de l'équipe de recherche, certaines théories peuvent s'avérer plus faciles à appliquer dans un contexte donné plus adapté. Donc, ça aussi, ça peut être pris en considération. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas des questions là, qui vont vous permettre d'arriver pile poil sur la ou les théories là, que vous allez devoir à choisir. Mais des fois, de se ramener à la base peut tout de même nous aider à nous guider dans notre réflexion, finalement. D'autres auteurs suggèrent aussi d'explorer aussi le contexte théorique et conceptuel qui entoure le problème de recherche qui vous intéresse. Donc, en parcourant, par exemple, des études similaires. Donc, par la suite, ben, vous pouvez approfondir vos connaissances par rapport aux théories qui ont déjà été utilisées ou celles qui vous semblent plus prometteuses afin de prendre une décision éclairée. Donc, la sélection d'une approche théorique doit s'effectuer, bon, bien sûr, au début du processus de recherche. Il faut vraiment la voir comme étant la toile de fond qui va vous permettre de structurer et d'encadrer les étapes qui vont suivre. Alors, le processus de sélection d'une théorie pour une étude à méthode mixte demeure la même chose de ce que je viens de mentionner. Cependant, il faut quand même être conscient que
qu'une différence existe en fonction du devis employé et de la priorité accordée au type de données, que ce soit quanti ou quali. Donc, dans une recherche, par exemple, uniquement quantitative, c'est sûr que les théories sont souvent utilisées de façon déductive, ce qui permet donc la formulation d'hypothèses qui peuvent être testées. Dans ce cas, la théorie permet d'identifier, par exemple, les variables à étudier, voire les relations à explorer et que l'étude vient à ce moment-là confirmer ou réfuter. Et dans les recherches uniquement qualitatives, donc les théories sont plutôt utilisées pour fournir une explication générale de ce qui pourrait être trouvé dans l'étude ou encore elles permettent d'expliquer les résultats de l'étude. Donc, dans la recherche quali aussi, parfois, on parle même que la théorie va être développée suivant au cours de l'étude. Alors, dans le contexte des méthodes mixtes de recherche, ben, il faut prendre en considération le devis finalement qu'on va vraiment utiliser, puisqu'il y a plusieurs options qui sont valables, qui peuvent s'offrir à nous. Par exemple, dans un devis mixte séquentiel, où là, les données, par exemple, quanti ou quali, sont collectées à deux moments différents, une après l'autre, ben, on pourrait concevoir peut-être l'utilisation de deux théories différentes, par exemple, pour guider ces deux phases-là. Ou encore, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir une même théorie qui peuvent être utilisées à la fois pour la portion quantitative et qualitative. Alors, donc, c'est sûr que c'est un élément particulier là, à réfléchir lorsqu'on est dans un contexte de méthode mixte. Alors maintenant, on rentre dans le côté peut-être un peu plus concret de la chose. Alors, comme mentionné en début, ici, je vais vous présenter un exemple finalement que je l'espère, concret du processus d'intégration de la théorie. Ici, on va parler de la théorie des transitions de Mélis et collaborateurs. Donc, c'est la théorie que j'ai utilisée dans le cadre de mon doctorat. Et puis, donc, comment elle a été intégrée finalement aux différentes phases du processus de recherche. Donc, c'est sûr qu'avant de vous expliquer la théorie des transitions et comment elle a été utilisée, donc je dois quand même faire une petite parenthèse, c'est-à-dire de vous présenter ma problématique de recherche en question. Donc, une fois qu'on a compris le sujet à l'étude, ben, on pourra revenir avec, avec la théorie. Alors, permettez-moi de vous présenter brièvement ma problématique de recherche. Donc, comme mentionné, moi, je m'intéressais, et je m'intéresse toujours en fait, à la transition des aînés des établissements de soins de longue durée vers l'urgence. Donc, c'est vraiment une problématique à la base qui est issue de ma pratique comme infirmière d'urgence. Donc, j'observais qu'il y avait plusieurs problématiques avec ces types de transferts-là. Alors, j'ai décidé de pousser ma réflexion un peu plus loin. Donc, au niveau de la problématique de recherche, ici, on parle que, bon, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 20 de la population québécoise. Selon les projections, cette tendance-là se maintiendra au cours des prochaines décennies. Et ces changements démographiques entraînent de nombreuses répercussions, dont certaines se font déjà sentir. Par exemple, le commissaire à la santé et au bien-être a déjà constaté une augmentation du nombre de visites dans les urgences du Québec, principalement dans la tranche d'âge des 65 ans et plus. De plus, l'accroissement constant de la population vieillissante suggère une augmentation des admissions des aînés dans les établissements de soins de longue durée. Et la littérature, en fait, scientifique soutient que les aînés qui demeurent dans les établissements de soins de longue durée visitent plus fréquemment les urgences que les aînés qui demeurent en communauté. En fait, il est estimé qu'entre 29 et 62 des aînés hébergés auraient annuellement une visite à l'urgence. En effet, les ressources qui sont présentes dans les établissements de soins de longue durée, finalement, répondent pas toujours aux besoins des aînés, surtout lorsque leur état de santé se détériore, ce qui entraîne souvent alors un transfert vers l'urgence. Les aînés qui arrivent à l'urgence, en fait, sont souvent accompagnés de leurs personnes proches aidantes et considèrent leur présence comme étant très importante. Donc, elles plaident pour leurs besoins, elles posent des questions, elles s'avèrent aussi une source additionnelle d'informations, tant pour l'aîné que pour l'équipe médicale, finalement. Toutefois, on retrouve dans la littérature plusieurs lacunes qui accompagnent ces types de transitions, notamment une communication interétablissement qui est inefficace, le développement de complications chez l'aîné à l'urgence ou encore une piètre intégration des personnes proches aidantes. Donc, à la lumière de ce qu'on retrouve dans la littérature, il y a peu d'études qui se sont penchées sur la question. Il n'y avait aucune étude au Québec non plus qui avait été menée sur le sujet. Donc, force était de constater que des mesures devaient être mises en place tant dans les établissements de soins de longue durée qu'à l'urgence afin d'assurer une prise en charge efficace, sécuritaire et adaptée de la clientèle âgée et de leurs personnes proches aidantes.
Alors, c'est pourquoi que le projet doctoral avait pour but de mener une analyse multidimensionnelle de la transition des aînés des établissements de soins de longue durée vers l'urgence en tenant compte de l'état actuel de la littérature scientifique, des perceptions des personnes proches aidantes, du personnel infirmier et du personnel cadre. Alors maintenant, on revient avec la théorie. Alors ici, la théorie qui a été choisie, qui a été sélectionnée, c'était la théorie des transitions, qui a été développée par une infirmière américaine théoricienne qui est Dr. Afaf Ibrahim Melis. Donc, la théorie des transitions a été utilisée puisqu'elle a pour but, à la base, d'expliquer les expériences humaines dans différents types de transitions afin de guider les interventions infirmières. Donc, selon cette théorie, les transitions se définissent comme un processus qui implique le passage d'un état, d'une condition ou d'une place à une autre. Les transitions sont multidimensionnelles, elles sont complexes, elles sont uniques et elles sont déclenchées par un changement qui crée une période de vulnérabilité où les risques pour la santé sont plus élevés chez la personne qui vit une transition. La théorie des transitions, comme vous le voyez sur la diapositive, est composée de quatre grands concepts qui s'influencent les uns par rapport aux autres. Le premier grand le premier grand concept, donc c'est la nature des transitions. Donc, la nature des transitions, ce concept, en fait, présente les principaux types de transitions. Par exemple, les transitions développementales. Donc, par exemple, le fait de devenir parent, c'est considéré une transition développementale. Ainsi que tous les agencements possibles en termes de transition. C'est-à-dire que, oui, une personne peut vivre une transition, mais elle peut vivre plusieurs transitions aussi qui peuvent être reliées ou pas. Il y a cette possibilité-là ainsi que les propriétés ou les caractéristiques spécifiques à les transitions vécues. Par la suite, on a les conditions des transitions. Donc, ce concept-là comprend en fait les facteurs facilitateurs ou les inhibiteurs ou les obstacles finalement qui peuvent influencer le déroulement d'une transition. Donc, ça comprend à la fois les conditions personnelles à la personne, donc par exemple la signification qu'elle donne à sa transition ou son niveau de préparation face à la transition, ainsi que les conditions de la communauté comme les ressources disponibles par exemple ou les conditions sociétales. Par la suite, le troisième grand concept, c'est le modèle de réponse. Donc, ce concept-là comprend en fait les indicateurs de processus, autrement dit les facteurs qui peuvent mener les individus vers une transition saine ou malsaine, ainsi que les indicateurs de résultats qui sont en quelque sorte les effets escomptés. Donc, ça renvoie aux deux éléments qui peuvent être potentiellement évalués afin de déterminer si les transitions complétées est saine ou encore une fois malsaine. Et finalement, on a les interventions infirmières ici qui influencent chacun des trois grands concepts expliqués. Donc, par exemple, les interventions infirmières ne seront pas les mêmes, tout dépendamment du type de transition qui sera vécu. Donc, la théorie des transitions permet de comprendre davantage le processus transitionnel dans son entièreté, permet de mettre de l'avant les facteurs internes, externes qui peuvent influencer cette transition-là, justifiant ici le développement de stratégies permettant l'amélioration de son déroulement. Donc, un peu plus tôt, je vous disais que la théorie, c'est les lunettes à travers lesquelles on regarde un phénomène, qu'on va interpréter les données empiriques collectées. Alors ici, la théorie des transitions se prête bien à la problématique de recherche, puisqu'il y a plusieurs transitions qui sont au cœur. Effectivement, quand on comprend les prémices de cette théorie, il est possible d'attester que les aînés et leurs personnes proches aidantes vivent plusieurs types de transitions dans le contexte d'un transfert d'un établissement de soins de longue durée vers l'urgence. Donc, d'une part, les aînés vivent une transition de type santé-maladie, donc le fait qu'elles vivent une détérioration de leurs conditions cliniques, c'est une transition santé-maladie. Par la suite, on parle de transition situationnelle puisqu'elles sont transférées de l'établissement de soins de longue durée vers l'urgence. Et d'autre part, les personnes proches aidantes vivent des transitions développementales, au même titre que de devenir parent. Le fait d'être une personne proche aidante engendre un changement de rôle et de responsabilité à l'égard de l'aîné. Donc, c'est ce qu'on peut qualifier de transition développementale. Donc, déjà, en regardant à travers la théorie des transitions, on peut voir que il existe plus que. Donc, oui, il y a le transfert d'établissement qui est un type de transition en soi, mais au-delà de ça, il y a plusieurs types de transitions.
Finalement, au niveau des agencements aussi, on peut voir que là, il y a plusieurs types de transitions, donc de multiples transitions qui sont en cours. On peut voir elles sont séquentielles en quelque sorte, puisque la transition santé-maladie arrive avant la transition situationnelle. Et puis, donc c'est ça, puis elles sont également reliées l'une par rapport à l'autre. Au niveau des propriétés, sans rentrer dans tous les détails, mais par exemple, pour l'élément déclencheur, ici, donc, en fait, la détérioration de la condition clinique de l'aîné et la décision de transférer vers l'urgence devient à ce moment-là, en quelque sorte, la période ben, sont identifiés en fait comme étant le début de la période de transition, désolé, et s'accompagne alors d'une période d'instabilité et de vulnérabilité tant chez la personne proche aidante que chez l'aîné. Dans les conditions des transitions, à l'étape où on est à la conceptualisation de l'étude, ben c'est sûr que ça nous fait relever finalement qu'il y a plusieurs facteurs à considérer qui pourraient influencer les transitions. Donc, c'est certainement un élément qui doit être exploré finalement dans l'étude. Ensuite de ça, le modèle de réponse. Donc, quand on est en mode conceptualisation de l'étude, ben, on pourrait peut-être utiliser, dans le fond, des éléments du modèle de réponse pour déterminer le succès ou l'échec, par exemple, des transitions qui ont été vécues par les aînés et leurs personnes proches aidantes. Finalement, au niveau des interventions infirmières, ben, en fait, la théorie des transitions s'intéresse aux interventions infirmières particulièrement, soit à l'impact que celles-ci peuvent avoir sur le déroulement et sur le dénouement des transitions. Donc, Mélis considère que les infirmières ont un rôle particulier, ont un rôle privilégié, en fait, puisqu'on est constamment en contact avec des personnes qui vivent des transitions. Donc, dans le cas présent, le personnel infirmier sera les premiers intervenants à intervenir tant dans les établissements de soins de longue durée qu'à l'urgence dans le contexte d'un transfert. Alors, leurs interventions sont non négligeables. Alors, pour conduire les aînés et leurs personnes proches aidantes vers un processus transitionnel réussi, des interventions congruentes avec leur parcours devront être développées et planifiées. Et c'était, bon, bien sûr, l'intention derrière l'étude qui a été menée. Donc, la nature des interventions et le moment approprié pour les prodiguer, ben, c'était on avait l'intention finalement d'aller questionner. Alors, si on reprend finalement nos grandes étapes en termes du processus de recherche, donc on se rappelle que la phase conceptuelle, qui est la première étape du processus de recherche, consiste à documenter le sujet à l'étude. Donc, pour arriver à tisser le réseau de relations qui unit les différents concepts de la problématique et ceux susceptibles d'influencer la mesure et l'analyse des données, il est préférable d'intégrer la théorie dès la formulation du problème de recherche. Donc, la théorie est en quelque sorte le plan sur lequel se base la construction de la problématique. Ainsi, comme dans le cas présenté, la problématique de la transition des aînés des établissements de soins de longue durée vers l'urgence a été conceptualisée à travers le prisme de la théorie des transitions. Donc, les aînés et leurs proches aidants vivent davantage qu'un simple transfert d'un établissement à l'autre. Ils sont au centre d'un processus qui implique plusieurs types de transitions en simultané, ce qui les rend plus vulnérables aux diverses affections et complications de santé. Dans la phase conceptuelle, on comprend aussi tout ce qui est la recension des écrits. Donc, c'est sûr que la théorie peut également guider la recension des écrits, qui est un volet essentiel de la phase conceptuelle. Donc, c'est sûr que la recension des écrits, ça nous permet de statuer sur l'ensemble des connaissances connues à ce jour sur le phénomène à l'étude, tout en démontrant aussi comment celle-ci est appuyée par la littérature scientifique, et ça nous permet aussi d'identifier les écarts dans les connaissances et les lacunes aussi dans la recension des écrits. La théorie, par contre, sélectionnée peut nous aider à orienter logiquement l'organisation de la recension des écrits. Il nous permet aussi de lier certaines parties de la littérature qui pourraient paraître éloignées, mais qui en fait, dans un cadre théorique donné, bien, vient prendre tout son sens et démontre une cohérence finalement. Donc, dans le cas présent, l'élaboration de la recension des écrits, c'est basé sur la théorie des transitions. Donc, par exemple, la définition des concepts, les différentes relations qui permettent d'expliquer ou du moins de comprendre le phénomène à l'étude, c'est fait à l'aide de la théorie. Donc, par exemple, on a sondé la littérature scientifique selon la logique de la théorie des transitions. Donc, par exemple, chaque grand concept de la théorie a pu être associé à un pan de la littérature. Par exemple, tous les textes qui exploraient les expériences ou les perceptions des personnes proches aidantes ou des aînés par rapport à cette transition-là, ben,
on peut les relier finalement au concept de la nature des transitions et les propriétés des transitions. Toute la littérature qui abordait sur les facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement la transition des aînés des établissements de soins de longue durée vers l'urgence, bien à ce moment-là, on est capable de le ramener au concept des conditions des transitions et ainsi de suite pour tous les autres grands concepts. Finalement, dans la phase conceptuelle, on parle de la formulation du but et des questions de recherche. Donc, la formulation du but et des questions de recherche doivent également découler de la théorie et faire état des liens entre le problème, le cadre théorique et la réalité observée. Donc, tout ce qui est l'agencement des concepts dans la question, dans le but, l'utilisation de la terminologie, mais en quelque sorte, ça découle de la théorie. Donc, par exemple, simplement, le fait que j'utilise le terme ou le concept de transition au lieu de transfert, ben, c'est lorsqu'on comprend réellement ce que veut dire le terme transition selon la théorie des transitions. Bien, en effet, ici, c'est pas tant le transfert qui m'intéresse, donc le déplacement physique de l'aîné de l'établissement de soins de longue durée vers l'urgence, mais ça va au-delà de ça. Donc, c'est vraiment le processus transitionnel qui m'intéresse et non pas seulement le transfert en soi. Donc, c'est ça aussi, ça sert la théorie des fois aussi de remettre en perspective nos perceptions ou l'utilisation de terminologie qui est plus adéquate également. Alors, maintenant, dans la phase méthodologique. Alors, les décisions qui sont prises aussi dans cette étape-là sont aussi déterminantes, bien sûr, pour le déroulement de l'étude. Donc, cette phase-là comprend le type de vie de recherche, les stratégies d'échantillonnage, les méthodes de collecte de données et le plan d'analyse de données. Encore une fois, la théorie a un rôle important à jouer. Elle vient influencer les chercheurs vis-à-vis de leur choix. Donc, par exemple, c'est sûr qu'une compatibilité doit exister entre la théorie et le type de recherche qui sera sélectionné. Dans le cas présent, il est possible d'attester que la théorie des transitions se prêtait bien ou était compatible avec une étude à devis mixte. En fait, la théorie des transitions présente différentes variables qui peuvent être appréciées tant qualitativement que quantitativement. Donc, de façon qualitative, la théorie des transitions en fait, tente d'expliquer les différentes expériences de transition des individus par différents concepts subjectifs, donc tout ce qui était la nature des transitions, les propriétés des transitions, mais aussi dans le modèle de réponse, donc lorsqu'on évalue l'issue finalement des transitions, ben à ce moment-là, ça peut être mesuré quantitativement à l'aide d'instruments de mesure. Donc, par conséquent, les méthodes mixtes de recherche permettent de combiner à la fois les composantes quali et quanti, ce qui permettra finalement de rehausser la compréhension globale de ce phénomène par l'entremise de la théorie des transitions. Au niveau des méthodes de collecte de données, la théorie, donc justement, comme mentionné, permet de cibler les variables à étudier et influence la façon selon laquelle les données doivent être collectées et analysées. Donc, comme mentionné dans la section du devis méthodologique, ou quand je parlais du devis méthodologique plutôt, la théorie des transitions présente des variables qui peuvent être mesurées qualitativement ou quantitativement. Par conséquent, des données à la fois qualitatives et quantitatives ont été collectées pour rendre compte des expériences des personnes proches aidantes et des aînés. Donc, on a utilisé des entrevues semi-dirigées pour les données qualitatives et des instruments de mesure validés pour les données quantitatives. Par exemple, le guide d'entrevue qui a été développé, a été développé en fonction notamment des postulats de la théorie des transitions, de la recension des écrits et aussi des objectifs de l'étude. Donc, pour bien comprendre la transition vécue des personnes proches aidantes, les grands concepts de la théorie ont été abordés. Par exemple, la signification qu'elle donnait à la transition, leur niveau de préparation, leurs croyances, donc tous des éléments qui proviennent de la théorie des transitions ont été explorés, par exemple, dans les entrevues. Pour les données quantitatives, maintenant, les instruments de mesure qui ont été sélectionnés, ont été sélectionnés en fonction de la nature des variables définies par la théorie. Désolée. Donc, dans le modèle de réponse de la théorie des transitions, on parle d'indicateurs de processus, d'indicateurs de résultats, donc qui sont des indices mesurables de comment finalement la finalité des transitions. Donc, elles peuvent varier selon le contexte donné, mais une fois qu'on peut les identifier, elles peuvent être transformées finalement en des variables que l'on peut mesurer. Donc, dans le cas qui nous intéresse, nous, on a ciblé le fardeau de la personne proche aidante, le niveau de satisfaction de ses relations interpersonnelles, le niveau de préparation au rôle de personne proche aidante, les mécanismes de coping également. Donc, ce sont tous des éléments qui ont été mesurés de façon quantitative finalement.
Donc, en somme, l'élaboration de la phase méthodologique est cruciale puisque finalement, ben, la phase qui va suivre la phase empirique met en exécution la phase méthodologique. Et afin de préserver une cohérence dans les différentes phases de la recherche, ben, l'utilisation de la théorie, vous l'aurez deviné, devient indispensable. Donc, la théorie facilite l'intégration des différentes modes de collecte de données et fournit ultimement aussi un cadre utile à l'analyse. Donc, phase empirique, donc c'est vraiment l'exécution de la phase méthodologique. Donc, vous comprendrez que, bon, l'importance de bien élaborer la phase méthodologique. Et finalement, la phase analytique comprend l'analyse des données, la présentation des résultats et l'interprétation des résultats. Encore une fois, la théorie devient très importante lorsqu'on vient à interpréter notamment les résultats. Dans le cadre de la présentation, donc je n'ai pas le temps de vous présenter les résultats de l'étude en question. Par contre, suivant la réalisation de l'étude doctorale, on a pu faire une adaptation finalement de la théorie des transitions. Donc, que vous pouvez voir ici. Donc, en fait, il a été possible d'adapter la représentation visuelle de la théorie des transitions pour qu'elle soit adaptée à la transition des aînés, des personnes proches aidantes, des établissements de soins de longue durée vers l'urgence. Donc, à notre connaissance, c'était la première fois que la théorie des transitions était utilisée dans ce contexte-là particulier. Et a certainement finalement enrichi l'interprétation des résultats. Donc, si on reprend encore une fois les grands concepts en lien avec les résultats de l'étude. Donc, la nature des transitions ici dans le projet de recherche doctorale, on a pu confirmer finalement qu'il y a différents types de transitions qui ont été relevés chez l'aîné, mais également chez la personne proche aidante. Ainsi, il a été possible de constater que, ben ici, en fait, sur l'image, on a mis bon, les types de transitions vécues et l'agencement et on les a séparés selon si c'était l'aîné ou la personne proche aidante. Mais on a ajouté finalement deux flèches circulaires pour représenter la causalité circulaire, c'est-à-dire entre l'aîné et la personne proche aidante, ce qui était peut-être un concept moins abordé dans la théorie des transitions. Donc, en fait, ce concept-là, c'est simplement pour démontrer que lorsqu'il se passe quelque chose chez l'aîné, ben, ça a des répercussions chez la personne proche aidante et vice-versa. Donc, la transition santé-maladie situationnelle vécue par l'aîné génère à leur tour des transitions chez la personne proche aidante. C'est ce qu'on appelle des transitions de rebond. Il y a aussi possible de mettre de l'avant que l'événement déclencheur de ces transitions-là était euh, ben, la détérioration de la condition clinique de la personne aînée. Et c'est ce qui a entraîné donc les différentes transitions. Et cette période-là est particulièrement charnière puisqu'elle est associée finalement à un état de vulnérabilité chez les aînés où les risques pour la santé se retrouvent également augmentés. Il a également été démontré, c'est ça, que les personnes proches aidantes subissaient les contre-coups de la transition situationnelle. Donc, ça met vraiment de l'avant aussi la contribution des personnes proches aidantes dans cette transition-là, leur influence ainsi que l'impact sur ces transitions-là. Donc, elle renforce vraiment la nécessité de reconnaître le rôle des personnes proches aidantes, mais aussi d'adapter les interventions afin de leur offrir un accompagnement adéquat, tant dans les établissements de soins de longue durée qu'à l'urgence. Et c'est pourquoi que dans le concept d'intervention infirmière, nous avons ajouté donc précisément une approche bien traitante envers les personnes proches aidantes. Dans les conditions des transitions maintenant, donc les conditions des transitions représentent les facteurs facilitateurs et les obstacles qui peuvent influencer le déroulement d'une transition. Alors ici, dans le cadre du projet doctoral, bien sûr, on a identifié plusieurs facteurs qui venaient influencer les transitions vécues. Et dans la représentation visuelle, on a pu les diviser finalement en facteurs micro, facteurs méso et facteurs macro. Donc, par exemple, micro, on a la qualité de la relation partagée entre la personne proche aidante et le personnel soignant. Dans les facteurs méso, on avait la qualité de la communication inter-établissement et les facteurs macro, on a tout ce qui est les mandats organisationnels ou les politiques qui peuvent aussi avoir une influence sur les transitions vécues. Finalement, dans le modèle de réponse, on se rappelle que ce sont les indicateurs de processus ou de résultats qui décrivent la manière dont une personne traverse et arrive à la fin des transitions. Alors ici, les principaux indicateurs pertinents dans ce contexte-ci étaient le sentiment de connexion, les interactions ainsi que le développement de la confiance et des stratégies de coping. Et les indicateurs de résultats étaient la maîtrise des nouvelles
aptitude et l'intégration d'une nouvelle identité. Donc, ces indicateurs-là ont notamment été évalués à l'aide d'instruments de mesure validés et à ce moment-là, donc, c'est ce qui a été repris ici. Et finalement, dans le concept d'intervention infirmière, donc comme je le mentionnais, Mélis précise que les interventions infirmières influencent les trois autres grands concepts. Donc, dans le projet de recherche doctorale, les interventions infirmières ont bel et bien, on a pu observer qu'elles étaient bel et bien transversales aux différents concepts et mettre de l'avant finalement que l'influence que les infirmières et les infirmiers exercent relativement au déroulement et au dénouement des transitions des aînés et de leurs personnes proches aidantes. Dans ce cas-ci, l'accent a été mis sur, donc dans le concept d'intervention infirmière, l'accent a été mis sur d'avoir une approche adaptée à la personne âgée et une approche bien traitante envers les personnes proches aidantes. Donc, bref, c'était assez rapide, mais cette figure-là permet en fait de présenter tous les concepts clés de la théorie des transitions ainsi que les principaux résultats du projet de recherche doctorale. Donc, tous les concepts sont interreliés et s'inter-influencent, d'où l'utilisation également de flèches bidirectionnelles. Donc, bref, pour conclure, la théorie, bon, je pense que je l'ai assez répété, elle est essentielle au processus de recherche, à la production de l'évidence probante. C'est par elle que les différentes phases du processus de recherche également peuvent être développées de manière congruente et de maintenir cette congruence-là aussi qui n'est pas toujours facile. Donc, bien sûr que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça se voulait un début de réflexion par rapport à l'intégration de la théorie dans une étude, particulièrement une étude à méthode mixte. Donc, enfin, il n'y a pas, ultimement, malheureusement, il n'y a pas de formule magique, aucune formule précise pour la sélection d'une théorie. Toutefois, je pense que c'est un choix qui doit se faire de façon judicieuse, réfléchie, puisque les théories sont vraiment le cadre sur lequel l'étude va se dérouler et s'appuyer. Donc, mieux vaut prendre la peine de bien la sélectionner, quoique ce n'est pas toujours une tâche là, qui est facile en soi. Donc, voilà pour moi. Alors, merci pour votre écoute et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame Peguero Rodriguez, pour votre présentation. Je pense qu'on a bien pu voir à travers toute la présentation non seulement on va dire, les différentes utilités qu'une théorie peut avoir selon les phases de conception d'un projet de recherche, les différentes questions qu'on peut se poser aussi pour sélectionner une théorie. Je pense que dans un domaine aussi qu'on peut dire aussi abstrait que les théories, d'avoir un exemple d'application aussi concret d'une théorie à un projet de recherche, puis de manière j'en reviens encore de manière très, très concrète, les différentes applications que ça peut avoir aux différentes phases d'un projet de recherche. Je pense que c'est très, très riche puis très intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Comme je vous l'indiquais dans le chat et en début de présentation, vous pouvez poser dès maintenant vos questions à notre conférencière en utilisant la fonction QR au bas de votre écran. J'irai peut-être déjà avec une première question, puis qui fait peut-être suite à votre conclusion, justement. Je pense que vous avez bien rappelé au courant de la présentation toute l'utilité puis la pertinence d'une théorie, de l'intégration d'une théorie, un processus de recherche. Par contre, un peu paradoxalement, ce qu'on déplore souvent dans les écrits scientifiques, puis moi je viens surtout du domaine de la formation, c'est quelque chose que je vois là beaucoup, c'est le fait que justement, souvent, on voit une sous-utilisation peut-être des théories ou une intégration théorique qui n'est pas tout à fait claire, ou du moins si une intégration théorique, elle n'est pas rapportée, ce qui fait que plusieurs études ont l'air parfois totalement athéoriques, absente de théorie. Je me demande un peu si vous pourriez nous parler un peu, d'après vous, c'est quoi un peu les dangers ou les risques du fait que, par exemple, une étude pourrait pas s'appuyer sur une théorie qui est claire ou du moins pas rapporter clairement les fondements théoriques lorsque, par exemple, les résultats sont rapportés. Oui, excellente question. Puis je pense que ben, de là venait aussi, c'est-à-dire que quand on commence les études doctorales, on sait l'importance de l'utilisation d'une théorie. On peut lire des écrits théoriques sur l'utilisation de la théorie, mais là, quand on veut vraiment, OK, concrètement, comment je mets les deux ensemble, c'est là que parfois ça peut être difficile, ben, au niveau doctoral, au niveau maîtrise aussi. Là. Je pense que des fois, il y a une question aussi de plus en plus, les articles sont de plus en plus courts, on doit couper, on dit en une phrase la théorie qu'on a utilisée, puis ça se termine là. Fait que, il y a un peu de ça. Mais
Je pense que qu'est-ce qui est le danger avec ça, ultimement, ben, c'est quand on parle de la reproduction d'une étude aussi, donc de vraiment venir comprendre comment elle a été conceptualisée. Si on veut reprendre des éléments, c'est quand on n'a pas l'aspect théorique, ça peut être difficile. Puis ultimement, ben, c'est comme si, ben, je le disais, tu sais, la théorie, c'est la lunette à travers laquelle tu interprètes tes résultats, tes données. Ben, si tu n'as pas de lunettes, finalement, ben, il y a peut-être un problème tu sais, d'aveuglement, là, finalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ultimement là, interpréter des données ou les résultats qui vont en être sortis de façon. Fait que, tu sais, ultimement, même si dans un article donné, il n'y a pas nécessairement toute cette information-là, je pense qu'il y a toujours une base théorique, bien sûr, mais oui, en effet, il y a certainement des avenues pour la mettre plus de l'avant, là, du moins. Mais souvent, c'est comme la partie qui va être coupée d'un article, là, tout dépendamment des, des circonstances, là, en tout cas, là, de rédaction d'articles. Fait qu'on entend peut-être des considérations d'espace des fois qui fait que les gens rapportent pas nécessairement la théorie. Puis si jamais il n'y a pas de théorie, ben, comme vous mentionnez très bien, il y a peut-être ce risque-là d'aveuglement à une certaine partie du phénomène. Ça risque peut-être de faire une interprétation au final qui est peut-être un peu moins. Erroné, ouais. On a une question qui nous vient dans le chat d'une participante qui se questionne sur le plan peut-être un peu plus terminologique. Donc, des fois, lorsqu'on parle de l'univers des théories, on va parler de théorie, de cadre théorique, de cadre conceptuel. Puis elle se questionne à savoir, est-ce qu'il y a une distinction à apporter entre la notion de théorie et la notion de cadre conceptuel? Tout à fait, c'est une excellente question qui, en effet, oui, il y a une différence entre les deux. Donc, je dirais que dans le cadre conceptuel, donc c'est vraiment lorsqu'on utilise plutôt des concepts qui pourraient venir de différents auteurs, ou donc, bien sûr, qu'il faut avoir une congruence entre ces différents éléments-là, mais qui finalement, mis ensemble, nous permettent d'avoir une compréhension d'un phénomène en question. Versus une théorie, puis là, bon, on n'est pas rentré là-dedans, mais tu sais, les théories en soi, il y a différents niveaux de théories. Bon, des théories, par exemple, j'ai juste le terme en anglais, là, mais middle range, donc tu sais, des théories, bon, le terme en français ne me vient pas. Mais voilà, fait que tu sais, à ce niveau-là, oui, fait qu'il y a une distinction. Donc, habituellement, un cadre conceptuel, c'est des concepts pris séparément de différents auteurs, par exemple, pour permettre de comprendre une situation ou un phénomène en question. Ou souvent, ben, finalement, quand on parle de cadre conceptuel, souvent, c'est qu'il n'y a peut-être pas une théorie, justement, qui nous permette d'avoir la compréhension nécessaire là, par rapport à un phénomène en question. Merci beaucoup. Puis je me demandais un peu dans votre projet à vous, parce que vous avez donné un super bel exemple avec votre thèse doctorale. Vous nous disiez que vous êtes allé finalement avec la théorie Mélis, la théorie des transitions, puis qui vous a vraiment guidé à travers toutes les étapes de votre processus de recherche. Je me demandais à un niveau très, très expérientiel, puis peut-être que ça commence à dater un peu. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur est-ce que vous aviez d'autres idées de choix de théorie en tête avant d'arriver à celle de Mélis? Puis comment un peu est-ce que vous en êtes arrivé à dire, ben, finalement, c'est celle-là que, avec celle-là, Ouais. je vais continuer pour le reste de mon parcours, puis pas d'autres théories, à moins que celle-là, c'était clair pour vous d'emblée que c'était la seule qui était. J'avoue que j'ai peut-être été chanceuse dans le sens que la théorie des transitions est arrivée euh, vite dans mon parcours. Par contre, j'ai quand même exploré d'autres possibilités. Mais pour moi, quand j'ai lu la théorie des transitions, mais je pense que pour plusieurs, tu sais, quand on est en mode sélection d'une théorie, tu sais, à un moment donné, on la lit, puis il y a comme un Eureka ou ah, tu sais, qu'il y a vraiment une lumière qui s'allume, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai pris connaissance de la théorie des transitions, ben ça a ouvert mes yeux finalement de dire, parce que avant, par exemple, que j'utilise la théorie des transitions, j'utilisais beaucoup le terme transfert. Donc, je disais le transfert des établissements de soins de longue durée vers l'urgence. Donc, ça a l'air d'un choix très banal, mais non, quand on commence à comprendre, puis lorsque j'ai pris connaissance de tous les travaux en lien avec le concept de transition, ben au-delà du transfert, c'était pas tant le déplacement physique là, qui m'intéressait, mais plutôt tout ce que ça peut impliquer chez la personne qui vit ça et les différents facteurs qui l'influencent. Donc, d'où l'utilisation du terme transition. Donc, en effet, j'ai pas. Puis, vu que je m'intéressais beaucoup aussi au niveau de la personne proche aidante, j'aurais pu y aller avec des théories qui parlaient plus, par exemple, des dynamiques familiales. J'aurais pu choisir aussi cet angle-là, finalement. Et c'est pour ça que c'est toujours revenu, finalement, ben, c'est quoi l'angle qu'on veut choisir, c'est quoi qu'on veut exploiter finalement, puis est-ce que c'est en cohérence, bien sûr, avec nos principes épistémologiques et ontologiques. Là. Merci beaucoup. Je vois que dans le chat, on a des questions qui arrivent. Je pense que le volet de revue des écrits ou la phase conceptuelle, même, on pourrait dire, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens. Puis on a des questions, puis je vais essayer peut-être de les synthétiser en une seule question qui se questionne beaucoup. Bon, d'emblée, lorsqu'on a justement ce choix-là de la théorie,
Puis, tantôt, vous mentionnez, c'est ce choix-là théorique peut structurer, peut guider la revue des écrits. Oui. Il y a des gens qui disent, par exemple, on a une question, on dit, bon, par exemple, cette revue des écrits-là qu'on fait, est-ce que cette revue des écrits-là peut être uniquement scientifique ou dépendamment du choix théorique qu'on peut faire, cette phase-là très, très grande de revue des écrits, de recueil d'informations, peut également intégrer d'autres sources de littérature qui n'est pas nécessairement scientifique. Je vais peut-être arrêter là, m'en aller à la deuxième Oui, partie. c'est ça. Ouais. Ben, je dirais que définitivement, selon le cadre théorique choisi, puis selon aussi finalement ben, pas les retombées escomptées, mais aussi tu sais, l'angle finalement méthodologique d'une étude, définitivement que la littérature grise a ses bénéfices, avec prendre en considération ses limites, mais au contraire, ça l'ouvre les yeux sur d'autres éléments qui peut-être justement ne fait pas, n'est pas, on ne la voit pas finalement dans la littérature scientifique, là, donc ça devient complémentaire. Ouais. Donc, on peut pas se limiter nécessairement de manière arbitraire à la littérature scientifique quand on peut avoir d'autres informations très, très riches qui sont peut-être présentes à l'extérieur de la littérature. Tout à fait. Je pense que l'important, c'est de les présenter avec les avantages et les limites qu'elles peuvent présenter de part et d'autre, finalement. Merci. Puis on a une autre question qui est davantage en lien justement avec dans la revue des écrits. Des fois, ça peut nous arriver que sur le plan même conceptuel, on a de la difficulté à définir un certain concept qui peut nous amener à finalement entreprendre des travaux comme des analyses de concepts. Puis ensuite, pratiquement, je ne vais pas dire que ça va nous proposer un nouveau cadre théorique, mais pratiquement définir différentes dimensions d'un terme. Puis on a une question d'une participante qui se questionne un peu à savoir justement lorsqu'on puis je vais la reformuler un peu. Lorsqu'on a différentes théories peut-être ou lunettes théoriques à travers laquelle on interprète un phénomène. Donc, par exemple, si je fais une analyse de concept puis que je définis que ce concept-là comprend certaines dimensions ou certains éléments clés et que j'avais déjà une perspective théorique d'emblée, je ne sais pas si vous pouvez nous parler de manière un peu plus large de l'intégration des fois à l'intérieur d'un même projet de recherche de différentes théories ou de différentes lunettes, perspectives théoriques. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des fois, je sais que ça peut faire un peu peur aux chercheurs de dire qu'un travail peut s'appuyer sur plusieurs théories en même temps. Oui. Ben, écoute, je tiens à mentionner que je suis pas une experte théoricienne, là, mais même dans le cadre de mon doctorat, par la suite, on a quand même euh, on a intégré aussi la théorie des systèmes. Donc, c'est-à-dire que la théorie des systèmes, tout ce qui était le dynamisme finalement entre la personne proche aidante puis l'aîné, les relations qu'ils peuvent partager, le fait que justement les transitions de un peuvent influencer les transitions de l'autre, ça, on le voyait moins dans la théorie des transitions. Donc, afin de mettre ça un peu plus de l'avant, ben, dans la théorie des systèmes, il y avait l'aspect euh, le concept de circularité finalement, puis que lorsqu'il se passe quelque chose chez quelqu'un, la répercussion de un peut avoir une répercussion chez l'autre. Donc, je pense qu'il y a toujours une façon de jumeler, bon, une théorie, deux théories ou différents concepts ensemble. Je pense qu'il faut toujours revenir à la base, c'est-à-dire que de façon ontologique, épistémique, est-ce qu'il y a une congruence entre ces deux façons de faire-là ou la façon dont ces théories-là ont été développées? Est-ce que c'est compatible en soi? C'est là où c'est toute l'articulation et l'argumentation derrière le choix finalement qui sera fait, là. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse magique, encore une fois, de oui, non, mais au-delà de ça, faut faire attention finalement à la base, est-ce que ces théories-là voient le phénomène en question de la même façon ou en tout cas de la façon philosophique derrière finalement? Donc, on entend que c'est pas interdit, donc c'est quelque chose qui peut être fait, puis après ça, c'est Ben, de en tout cas, là. bon, je pense que oui. On a une question un autre spectateur que je trouve intéressante aussi. Et lui nous dit, en fait, il y a plusieurs théories. Bon, aussi, la recherche, ça n'arrête jamais. Il y a des nouvelles théories qui sont proposées continuellement. Puis il se pose un peu la question des fois sur les appuis théoriques, sur les appuis, excusez-moi, empiriques dont Mhm. bénéficient peut-être certaines théories. Puis je sais que, d'une manière plus large, des fois, on va critiquer à certaines théories d'être même difficilement empiriquement Ouais, démontrables ou appuyables. Puis il se ouais. demande un peu si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème-là, ou qu'est-ce que vous pensez un peu de ça, de ces théories-là, des fois qui n'ont pas nécessairement encore été bien testées, bien éprouvées. Est-ce qu'il y a des risques associés à ça?
Oui, donc encore une fois, ben, si je reviens à, tu sais, à mon expérience avec la théorie des transitions, c'était pas nécessairement mon cas, c'est-à-dire que c'est une théorie assez bon, bien connue dans la discipline infirmière, largement étudiée aussi là, donc depuis les années 80. Là, donc ça a commencé par une analyse conceptuelle et finalement ça a migré vers une théorie aspect modéré, donc je viens de trouver le terme français, donc aspect modéré. Oui, je pense que c'est important de se questionner définitivement. Et ça dépend ultimement, bon, c'est ça, tu sais, quand c'est une théorie à spectre modéré ou parfois on en fait des recommandations pour les interventions infirmières, par exemple. C'est sûr que la théorie de Mélis ne permet pas de dire exactement quel type d'intervention exacte à faire dans tel contexte. Puis là, après ça, c'est de pouvoir l'appuyer finalement avec le projet de recherche qui a été mené, mais du moins à la base. Donc, dans mon cas, bref, la question elle avait quand même été assez bien étudiée. Mais je pense que quand on est dans le processus de sélection d'une théorie, encore une fois, ça revient à, ben, quels sont les avantages ultimement d'utiliser cette théorie-là, mais quelles pourraient être les limites aussi? Puis les limites, elles peuvent être finalement contrebalancées avec l'ajout d'une autre théorie ou d'un autre concept. Donc, il y a toujours cette possibilité-là, là. Mais encore une fois, c'est pas une décision qui se fait à la légère et qui se fait facilement non plus, là. Donc, on entend c'est là, donc, de conseiller tout avantage limite, puis peut-être qu'une des limites, si jamais c'est que la théorie a été peu utilisée ou pas utilisée du tout avant, donc c'est certain que ça doit être considéré dans le choix, dans le Ça choix. dépend aussi ultimement du but de la recherche. Si on est plus dans l'exploration, dans la description versus le contrôle de variables, ben, tu sais, il y a définitivement une marge là, entre tout ça. Ou entre si c'est une étude justement pour développer une recherche en soi, développer une théorie en soi. Donc, encore là, ça dépend de l'angle que l'on que l'on veut faire, que l'on choisit finalement. On a peut-être le temps pour une dernière question. Je sais que lorsqu'on parle de choix théorique, il y a des questionnements des fois qui viennent sur le plan disciplinaire, de dire des théories, on pourrait dire en sciences infirmières ou des théories qui sont pas en sciences infirmières, Ouais. sorte d'argumentation, de débat autour de cette question-là. Je me demandais un peu de votre expérience, de votre perspective à vous. Comment est-ce que vous voyez ça, par exemple, le choix d'une théorie qui n'aurait pas nécessairement été développée d'emblée en sciences infirmières, mais qui serait Mhm. utilisée dans un contexte qu'on pourrait dire nursing, ou même vice-versa. Donc, je me demande un peu votre expérience à ce niveau-là. Ouais, bonne question. Donc, les fameuses théories empruntées. Donc, honnêtement, bon, pour ma part, oui, j'ai utilisé finalement une théorie qui était qui provient des sciences infirmières, mais ultimement, encore, moi, je pense que ça revient tout dans l'argumentaire, puis dans la façon que c'est présenté, puis dans la nécessité finalement. Donc, moi, j'ai pas de, je ne suis pas contre les théories empruntées. Et j'avais lu ça quelque part, là, je me souviens pas de l'ouvrage, mais tu sais, les théories, ce sont des notes de musique et tout dépendamment de la musique que l'on veut créer, on choisit, on doit choisir en conséquence. Fait que, tu sais, pour moi, je le vois encore de cette façon-là et tout est dans l'argumentaire et la réflexion derrière. Merci beaucoup, Madame Peguero-Rodriguez, pour votre présentation aujourd'hui. Merci également pour toutes les réponses que vous avez apportées à nos questions. Donc, c'est tout le temps qu'on avait ce midi avec nous. Pour notre part, on vous invite déjà à un prochain webinaire du RISIC le mardi 3 décembre à 9 heures le matin. Le webinaire va porter sur le transfert, en fait, sur les approches de transfert intégré de connaissances et il sera animé par Madame Marie-Ève Poitras, Madame Vanessa Vaillancourt et Madame Marie-Ève Perron de l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire et à nos autres activités en visitant notre site Internet au www.risic.com. Également, dans les prochains jours, vous allez pouvoir revoir l'enregistrement intégral de cette activité-là sur notre site Internet. Donc, merci beaucoup encore à vous, Mme Peguero-Rodriguez, d'avoir été avec nous ce midi. Merci également à vous, Mme Gina, d'avoir été avec nous. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et on se retrouve peut-être mardi prochain pour un nouveau webinaire. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bye bye. Bye.